Bonjour amis téléspectateurs, que la paix et la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence gardent vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Par la grâce du Tout-Puissant, nous sommes là encore en ce matin pour témoigner de ce qu'il a fait dans la vie d'une maman. Ce témoignage est vraiment édifiant. De l'islam et passe au christianisme, et là encore beaucoup de surprises l'attendent. Mais par la puissance et la grâce de Dieu, elle arrive à surmonter toutes ces épreuves. On s'installe pour suivre ensemble cette merveilleuse histoire. Bonjour encore à tous nos téléspectateurs qui viennent de nous prendre en marche. Nous sommes à notre émission dénommée Transformation. Quand on parle de transformation, c'est que le Seigneur est passé par là. Alors, sur le plateau, on reçoit aujourd'hui maman Fatoumata Diallo, épouse Henri, à qui nous disons Shalom maman. Shalom, Marie. Bienvenue sur le plateau de Transformation. Merci. Alors maman, la petite histoire, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il a fait beaucoup. Amen. Et je crois qu'il fera encore beaucoup. Amen. Amen. J'aimerais dire à tout un chacun que rien n'est impossible dans la vie. Amen. Même quand tout semble devenir noir autour de nous, mais croyons qu'il y a de l'espoir quelque part. Croyons qu'il y a de l'espoir quelque part et que Jésus-Christ de Nazareth, il est réel. Amen. Il est réel, il est bel et bien réel, il est vivant. Et il agit toujours. Amen. Et il n'oublie jamais ses enfants. C'est clair. Oui. Quel que soit le lieu où tu es né, quel que soit d'où tu viens, sache que Jésus-Christ, il est mort et ressuscité pour toi. D'aucuns croiraient qu'il est mort seulement pour les chrétiens, non, pour tout le monde. La preuve en est, il ne me connaissait pas, je peux le dire. Parce que je n'étais pas chrétienne. Amen. Amen. Je suis né d'un père musulman qui est malien. Il s'appelle Diallo Brahima. Il est malien. Et ma mère est Baoulé Bété. D'accord. Je suis issu de cette union. Amen. Et dans la religion musulmane, quand tu es marié à un musulman, automatiquement tu convertis à la religion musulmane. Donc ma mère devient musulmane. Alléluia. Et je suis né de cette union. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 9 ans, j'étais au CM2. Et j'ai passé l'entrée à 6e. La première fois, ça n'a pas marché. La deuxième fois, ça a marché. Je suis allé au collège jusqu'en classe de 3e. C'est là que va commencer mon histoire réellement. Et pendant toutes ces années, je pratiquais la religion musulmane. Et arrivé en classe de 3e, j'ai le petit frère à ma mère qui est allé consulter chez un marabout. D'accord. Ça, c'est couramment là-bas, les pratiques dans l'islam? C'est courant parce qu'on veut voir l'avenir, on veut voir le lendemain, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer. Et il est allé consulter pour lui-même. D'accord. Et voici que là-bas, mon étoile va apparaître. J'étais en classe de 3e. Et le marabout va lui dire, à la maison, il y a quelqu'un qui doit passer un examen. Il dit oui, que c'est ma nièce. Il dit, mais son étoile est très grande. Qu'elle va réussir parce qu'elle a de l'avenir. Donc de là, ce dernier maintenant part chez un autre marabout. Et arrivé là, il a demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir nuire à ma vie. Et tout ça, je ne savais pas. Ma mère aussi ne savait pas. Et le marabout a réclamé quelque chose que je portais. Qui vous appartenait. Et comme ça, j'avais fait la lessive, j'avais séché mes habits d'école, mon bleu-blanc. Et à notre absence, il est venu, il a enlevé mon blanc. Il est allé avec le blanc chez le marabout. On a travaillé le blanc et ils ont enterré dans un cimetière.
Tout ça, je ne savais pas. Donc, je passe le BPC la première année, ça ne marche pas. Pourtant, j'étais très bien en classe. Je vais reprendre le BPC. La deuxième fois, ça n'a pas marché. C'était quand même bizarre. Les professeurs trouvaient ça bizarre et moi-même, je trouvais ça bizarre parce que j'avais quand même une certaine intelligence à l'école. Tout à fait. Mais là encore, on s'est dit que peut-être que je n'avais pas eu la chance. Mais je trouvais quelque chose qui n'allait pas, mais que je n'arrivais pas à détecter. Et par la grâce de Dieu, avec la moyenne de classe, j'ai été orienté en classe de seconde. Et là encore, tout allait bien, tableau d'honneur, seconde, première, terminale. Arrivé encore en terminale, je fais des maladies sur des maladies sur des maladies. Et à chaque fois qu'on avait des devoirs, des examens blancs, j'étais tout le temps malade, je ne composais pas. On me transférait à la maison. Ma mère a trouvé que ce n'était pas normal. Mon éducateur a trouvé que ce n'était pas normal. Donc il a attiré l'attention de ma mère. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de votre fille. Là, ma mère a cherché à rencontrer un féticheur. Ce dernier est venu à la maison. Et il a dit qu'il y avait mon grand-père, père à son âme qui est décédé, qui était à la base de toute cette chose. Et lorsqu'on a interrogé ce dernier, il a reconnu. Il a dit qu'il voulait nuire à ma vie. Wow. On lui a demandé, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Il dit, elle ne m'a rien fait. Mais c'est une petite qui a de l'avenir. Elle va réussir. Elle a un grand avenir, une grande étoile. Et ça me dérange. Et c'est l'année en question, il avait décidé de mettre fin à ma vie. Et on lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux un mouton, un bélier. Ma mère a acheté le bélier, on lui a offert. C'est mon grand-père, le petit frère à ma grand-mère. Ah, d'accord. Et on lui a offert le bélier et il m'a relâché. J'ai passé le bac, une première année, ça n'a pas marché. Une deuxième année, ça n'a pas marché. Donc maintenant, j'étais au lycée d'Agboville. Je quitte le lycée d'Agboville et je me rends au lycée de Toulepleu. Parce que je me suis dit quelque chose qui n'allait pas et qu'il fallait que je me cache. Toute cette année, j'étais encore dans la région musulmane. Donc, me cacher, c'est aller à Toulepleu. Mais je n'ai pas pensé que c'était quelque chose qui avait des racines ailleurs. Et j'arrive à Toulepleu. Changement de lieu. J'arrive à Toulepleu, je n'avais aucune connaissance, aucun parent. Je me rends au lycée de Toulepleu. Je dis, je veux voir le monsieur le proviseur. Il me reçoit. Mais pourquoi Toulepleu? Je ne sais pas. Je ne saurais vous le dire. Mais je me suis dit, comme c'était un coin qui était éloigné d'Agboville, bon là au moins, ça n'avait pas de mes nouvelles. Et j'ai dit à maman, tu ne diras à personne où je suis. Et quand je suis partie, lorsque j'ai raconté mon histoire au proviseur, je lui ai montré mon livret scolaire. Il m'a dit, mais pourquoi est-ce que vous échouez? Je lui ai dit, je ne sais pas. Il dit, je vais vous donner une autre chance. J'étais allée seule, sans les parents. Et je louais une maison. Après le premier trimestre, quand il a vu mon rendement, il a décidé que je vienne habiter chez lui. Il était devenu mon tuteur. J'habitais chez lui. Et l'année scolaire s'est très bien déroulée. Et à la fin d'année, il a dit, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu échoues. Mais à cause de toi personnellement, cette année, je vais faire une exception. Et l'année en question, on appelait ça Opération Hibou. C'est-à-dire qu'après les compositions dans la journée, on passait dans la nuit pour reprendre les compositions avec les rédigés. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout à fait. Ok, donc nous étions 5 candidats. Le censeur avait 3 protégés. Il y avait moi et il y avait la fille du proviseur. Nous étions 5 en classe de terminale qui devaient passer par l'opération Hibou. Et lorsqu'on devait faire les oraux, on avait déjà mis des astérisques devant nos noms pour dire que c'était les protégés du proviseur. Et il y avait des notes qui nous étaient déjà attribuées, qu'on le veuille ou pas. On a fini les oraux. Et oral de français, j'avais 16, oral d'anglais 16, oral d'allemand 15. Et quand les compositions sont arrivées, le proviseur nous a appelés. Il nous a dit, pour éviter beaucoup de choses, même si vous maîtrisez la matière, je souhaiterais que vous n'écriviez rien sur les copies. Parce que les corrigés viendront de Guiglo et puis vous allez reprendre. On veut être sûr cette année. Et c'est comme ça que c'est passé. On allait en classe, mais on ne rédigeait pas. On remplissait les en-têtes et puis on s'asseyait jusqu'à la fin et puis on venait à la maison. Et à 1h du matin, on venait avec les corrigés. On nous enfermait dans une salle et puis on
Vous recomposiez. On recomposait. Lorsqu'on finissait, le censeur prenait nos copies et il allait introduire dans les lots des autres candidats. L'examen est fini. Tout le monde était sûr que ça allait marcher. Mais bizarrement, à une semaine des résultats, je sentais que j'allais échouer. C'est-à-dire que ça sonnait dans la tête. Tu vas échouer, tu vas échouer. Je dis, mais c'est pas possible. Je ne peux pas échouer. Mais plus les jours avançaient, plus c'était fort. Et pendant ce temps, les 4 autres, après la composition, ils sont venus en famille. Mais moi, j'étais serein. Mais j'avais quelque chose qui me disait que ça n'allait pas marcher. Effectivement, le jour où j'y arrivé, moi, je suis resté à la maison. Le proviseur est parti. Jusqu'à 15h, 16h, personne ne revenait. Et je dis, je sais que ça n'a pas marché. Parce que s'ils avaient marché, les gens seraient venus crier. À 16h, le proviseur rentre à la maison. Je l'appelais le vieux. J'ai dit, le vieux, je sais que ça n'a pas marché. Il était battu. Après tous ces efforts-là. Après tous ces efforts, sur les 5 candidats que nous étions, qui avions recomposé, j'étais la seule à avoir échoué. Et quand il est arrivé, il m'a dit, ma fille, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. Le censeur est venu, le censeur m'a dit, avant de poursuivre quoi que ce soit, je souhaiterais que tu revoies ce qui ne va pas au sein de ta famille. Mais ça n'a pas attiré mon attention. Lorsqu'on allait retirer la colonte, oral d'anglais, j'ai eu 0. Oral de français, j'ai 0. Oral d'allemand, j'ai 0. Pourtant, c'était marqué l'astérisque de sorte à vous reconnaître. Parce que le censeur revenait avec le bordereau et les notes y étaient. Français 16, anglais 16, allemand 15. Mais sur ma colonte, c'était 0, 0, 0. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer? Mathématiques 4, français 9, histoire 7. Ma mère n'a pas digéré. Et l'année en question, ma mère a décidé de voir clair dans cette histoire. Et c'est ainsi que ma mère va se rendre au Burkina. Elle allait dans un endroit qui était à 7 km du Niger. C'est-à-dire que quand vous êtes dans cet endroit, vous fatiguez 7 km et puis vous rentrez au Niger pour dire que c'était au plus profond du Burkina. Et lorsqu'elle est arrivée, les marabouts lui ont dit que depuis longtemps, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la vie de votre fille. Mais comme on le dit dans le jargon courant, vous aviez dormi. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Parce que je vais souligner que ma mère avait une rivale qui était une femme malienne. Amen. Et lorsque j'étais, à notre temps, on appelait ça au poussin. Maintenant, les gens appellent ça petite section. On appelait ça poussin. Et au poussin, je vous assure que vous n'allez pas me croire, mais j'avais une intelligence pas possible. C'est-à-dire que mon intelligence me fatiguait. Je répondais aux questions, je faisais des choses qui étaient au-delà de mon âge. Et ça faisait que ça attirait l'attention des gens sur moi. Partout où je passais inaperçu. Parce que je peux être à côté de vous, vous allez poser une question, je vais vous répondre. Wow. Et ça fait que depuis le bas âge déjà, autour de moi, il y avait des choses qui se passaient, mais en ce moment, les effets n'avaient pas encore agi. Et c'est jusqu'en terminant que les effets ont commencé à se manifester. Donc ils ont dit à ma mère, il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur la vie de votre fille, beaucoup. Est-ce que votre fille n'a pas perdu un vêtement? Ma mère dit si, qu'elle était en 3e. Ils disent, mais pour que votre fille puisse réussir, il faut qu'on retrouve ce vêtement. Depuis des années, là. Depuis des années. Il faut qu'on retrouve ce vêtement, il faut qu'il se soit déterré. Mais dans quel cimetière? Et même si on connaissait le cimetière, où est-ce qu'on va retrouver ça? On ne va pas remuer quand même le sol de tout un cimetière. C'est ce que les marabouts lui ont dit. Et lorsqu'ils étaient en train de parler à ma mère, ils ont vu que ma mère n'était pas satisfaite. Ils ont compris qu'elle avait décidé du Burkina d'aller ailleurs pour encore voir plus clair. Et ils lui ont dit, c'est par pitié que nous
sommes ouverts à toi. On peut bien t'escroquer, mais on a pitié de toi. Mais tu insistes, on sent que tu veux forcément que ta fille ait le bac. On va te dire la vérité. Les trucs qui ont été faits sur ta fille, ils ont pris toutes leurs dispositions. Ils ont dit, si jamais il se trouve qu'il y a quelqu'un qui arrive à décanter la situation, que ta fille meure. À ce point, hein? Oui. Wow. Et donc, ils ont pris toutes les dispositions qu'il fallait pour me contrecarrer à tous les niveaux. Parce que si je réussissais, ma mère allait être heureuse. Or, on ne voulait même pas que ma mère soit heureuse. Parce que ma mère aussi a été détestée par ses frères et sœurs. Donc, elle ne doit pas réussir. Si ses enfants réussissent, elle va réussir. Donc, il faut bousiller tout le monde. Juste par jalousie. Juste par jalousie. Oh là là. Et de passage, je vais dire, moi j'ai ma grande soeur aînée qui n'a pas eu de BPC, qui n'a pas eu le bac. Moi non plus, j'ai pas eu le BPC, j'ai pas eu le bac. Mon petit frère, lui, s'est arrêté carrément en classe de CM2. Ma mère a fait 3 enfants et tous les 3 enfants, voici notre vie. Et ils ont dit à ma mère, si tu insistes, on va faire les pratiques. Mais nous te donnons les conditions. Dès que ta fille est admise au bac, tu prends sa collante, tu prends son dossier, tu vas garder et puis tu accompagnes ta fille au cimetière. Voici le décret qui avait été arrêté sur ma vie. Je réussis, je vais au cimetière. Ma mère a dit, là c'est compliqué. Si c'est pas aller au cimetière, moi-même je n'ai pas eu le bac. Je n'ai pas eu le BPC, mais je mange, c'est bon. Franchement, hein, parce que ça c'est pas comparable. C'est pas comparable. Un BPC, la mort, bon, Voilà. un bac et tout ça, on préfère ne pas avoir de diplôme. Et ma mère est revenue, elle m'a fait le CR. J'ai dit à ma mère, je vais avoir le bac. De tout le pleu, je prends mes bagages. J'atterris à Daoukro, toute seule encore. Si vous me demandez pourquoi, je ne saurais vous le dire. Hein. Mais je suis allée à Daoukro encore. Et je cherchais à rencontrer le proviseur qui m'a reçu. J'ai raconté mon histoire. Il m'a dit, je vais te donner une chance. Il m'a dit, mais tu viens d'où? J'ai dit, je viens d'Agboville. Il m'a trouvé un tuteur. En fin d'année, on doit encore aller faire les oraux. Et cette fois-ci, tenez-vous bien, je cherche mon nom pour voir quand est-ce que je dois passer. Mon nom n'existe pas. Je fouille la série A, il n'y a pas mon nom. Série D, non. Série C, non. Je retourne vers le proviseur. Il dit, le vieux, je n'ai pas mon nom. Il dit, mais pourquoi ça? Il a dit au censeur, pars avec elle et puis montre-lui son nom. Nous sommes partis, mon nom n'y était pas. Daoukro dépendait de la direction régionale de Yamoussoukro. On appelle le DEDEN. On lui dit, il y a une candidate, voici son nom, mais qu'elle n'a pas son nom sur la liste des candidats. Peut-être qu'il y a une erreur de centre, donc fouillez. On prend le listing de tous les candidats de la direction régionale de Yamoussoukro. Mon nom n'y figure pas. Je ne suis pas déclarée candidate. C'est-à-dire que les autres années, on m'a laissé composer. Mais cette fois-ci, je ne compose pas. Or, vous étiez en classe tout au long de l'année, suivre tous les cours. Oui. Le proviseur m'appelle. Je n'ai pas de numéro de table. Je n'ai pas de convocation. C'est comme si je n'existais pas. N'était pas fiché. Oui. Le proviseur m'appelle. Il dit, ma fille, vraiment, tu ne pourras pas composer. Je dis, mais pourquoi? Il dit, tu n'es pas déclarée candidate. Le DEDEN lui demande, est-ce qu'elle a compris les dossiers? Il dit, mais c'est moi, j'ai fait ce dossier. Je n'ai pas composé, je n'ai pas fait les oraux. Je suis rentrée à Bouville. Ça, c'était la quelle fois? La 4e fois que je devais passer le bac. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Quand je suis rentrée à Bouville, c'était ma mère qui me soutenait. Et ma mère était très malade. Très, très, très malade. Il n'y avait personne pour me soutenir. Il n'y avait personne pour m'aider à poursuivre. Beaucoup d'émotions hein, dans ce studio. Waouh! Que Dieu vous fortifie.
Ma mère était commerçante. Et comme ça n'allait pas chez elle, il était dit qu'elle devait mourir. Donc j'ai décidé de prendre la relève. J'ai abandonné les études. Malgré moi. J'ai décidé de prendre la relève et de continuer ce qu'elle avait commencé. Mais ce n'était pas facile. Ma mère était très endettée. Et les créanciers ne faisaient que défiler. J'ai beaucoup lutté. Beaucoup. Et quand les choses ont commencé à aller, il y a quelque chose que j'avais oublié, c'est que depuis la classe de 3e, il y avait des personnes qui avaient décidé, qui étaient venues me demander en mariage. Et à chaque fois que le mot mariage sortait, c'était comme si on avait dit, ne venez plus ici. C'est-à-dire que dès que quelqu'un vient pour dire, je veux marier votre fille, et que la personne s'en va, la personne ne revenait. Une forte opposition. Mais je n'ai jamais compris le pourquoi. Quelqu'un qui, à chaque fois qu'une personne vient pour dire, on veut de votre fille, on veut la marier, dès que la personne s'en va pour dire, on s'en va pour revenir, pour faire la dot, ils s'en vont pour toujours. Et quand on demande à ces personnes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent, on ne sait pas, elle n'a rien fait, mais on ne veut plus. Bon, en ce moment, ça ne me disait rien parce que je me dis que j'étais encore jeune, j'avais encore tout le temps devant moi. Tout à fait. Quand j'ai pris le magasin de ma mère, au départ, les choses marchaient. Mais je vous assure, un temps est arrivé, quand je vais au marché, c'est comme si je peux m'exprimer ainsi, c'est comme si les gens avaient déposé des déchets de poulet sur la marchandise. Parce que personne ne me demandait, ça coûte combien? Toute la journée, je suis assise, ça ne bouge pas. J'ai dit, mais attends, ça c'est pas normal. Pendant tout ce temps, j'étais encore musulmane. Et j'avais mon voisin qui était un Malien qui m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Je te sens triste. J'ai dit, oui, parce que je ne comprends pas. Je faisais les études, ça ne marchait pas. Je suis venu, j'ai fait le commerce a commencé à marcher. Tout d'un coup, tout est arrêté. Il dit, je peux t'aider? J'ai dit oui. Il m'a donné une adresse. Je suis allé au Mali. Je suis allé au Mali avec une somme de 1 million. Je vous assure, les 1 million sont finis. Je suis revenu encore chercher de l'argent. Quand je suis allé, on m'a mis en contact avec plusieurs marabouts. D'aucuns disaient que lorsque tu venais, lorsque je naissais, j'étais tellement pressé qu'en venant, j'ai laissé mes bénédictions là-bas. D'aucuns disaient que quand je suis né, il y avait des sacrifices qui devaient être faits, qui n'ont pas été faits. C'est pour ça que tout est bloqué autour de moi. Chacun disait, il faut faire tel sacrifice, telle pratique, tel sacrifice. Comme le disent les gens, je t'allais me chercher. Donc moi, je veux réussir. Donc tout ce qu'on me proposait, J'étais prête à tout. j'étais prête à tout. Ça, je le dis. J'étais prête à tout. On m'a apporté partout. Je vous assure. Lorsque je suis arrivé, il y a une ville qu'on appelle Ségou. Je suis allé au fin fond de Ségou. Si vous permettez, il y a des pratiques où on m'a mené en pleine forêt, tard dans la nuit, minuit, 1h du matin. On partait avec tous les effets qu'il faut. Arrivé là-bas, le marabout dépose le canari. Il y a des arbres. Lorsqu'on dépose le canari sur les racines, sans feu, le canari bouffe. Ces arbres sont au Mali. Ça fait peur, hein? Oui. Lorsqu'on dépose les canaris sur les racines de l'arbre, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de fagot. Le canari se met à bouillir. Et lorsque tout est prêt, le marabout faisait un carré. Il faisait des dessins dedans. Des dessins. Il dessinait des choses. Et puis il me demandait de me mettre au milieu. Je me mettais au milieu. Et il m'a prévenu. Il m'a dit, quand tu vas commencer à laver cette potion-là, tous les animaux sauvages vont se mettre à crier. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Quand il m'a remis la calebasse qui contenait la potion, quand je mets la main dedans et que je vais commencer, je vais mettre l'eau sur moi, je vous assure,
tous les animaux à 1h du matin Ça dans doit la faire- forêt. Ça doit faire peur. Ça fait très peur. Il m'a dit, si jamais je panique, c'est pas bon pour moi.